Nous sommes au tournant du mois de septembre et du mois d'octobre 1940, et on peut constater que pour les belligérants, tout a échoué. Les Allemands n'ont pas réussi à débarquer en Angleterre, ni à gagner la bataille d'Angleterre. En Afrique, les Italiens ont échoué dans leur offensive en Cyrénaïque. Et côté anglais, côté France libre, le débarquement à Dakar a échoué. On entre donc dans une sorte de zone d'incertitude, je dirais comme si allait commencer une nouvelle drôle de guerre. On ne sait pas vers quel côté les regards vont se tourner. Mais on sent qu'ils vont se tourner nécessairement vers l'Est, l'Europe centrale, l'URSS, peut-être un jour. Et c'est pour ça que nous sommes ici avec Ernst Weisenfeld. Ernst Weisenfeld qui a vécu toute cette guerre en Roumanie et qui est le témoin concret, visuel des scènes que nous allons voir. C'est la première raison pour laquelle il est là. La seconde, c'est que depuis 40 ans, par la plume, par la caméra, au micro, il est un peu le représentant de l'Allemagne à Paris. C'est un Allemand de Paris, presque. Et c'est un des artisans les plus solides de ce qu'a pu être, entre guillemets, la réconciliation franco-allemande. On parlera de ça tout à l'heure, car c'est vraiment un thème en ce moment d'actualité. On va d'abord voir les actualités allemandes, et ensuite les anglaises, comme d'ordinaire. England muss seine Stellungen im fernen Osten aufgeben. Abmarsch der englischen Truppen aus Peking, der ehemaligen chinesischen Hauptstadt. Wenige Tage später wurde auch Shanghai von den Briten geräumt. Sie stehen jetzt mit ihren Truppen nur noch in Hongkong auf chinesischem Boden. Die Neuordnung im großostasiatischen Raum liegt heute allein in den Händen Japans. Auch französisch Indochina sperrte seine Grenzen für die Waffeneinfuhr nach China. Anlässlich der Thronbesteigung König Michaels von Rumänien hatte Ministerpräsident General Antonescu die Königin-Mutter Helena gebeten, wieder ins Land zurückzukehren. Der junge König empfängt seine Mutter an der rumänischen Grenze. Der Einzug in Bukarest wurde zu einem festlichen Ereignis. Im Mittelpunkt der Festlichkeiten stand ein Vorbeimarsch der Legionäre vor dem königlichen Schloss. Oui, j'ai donc assisté à cette scène, à cette défilé comme journaliste, comme vous l'avez dit. J'avais la chance d'y être comme journaliste parce que j'avais appris le roumain quand j'étais étudiant. Et ce qui nous intéressait en ce moment, ce n'était pas tellement le roi et la reine mère sur le balcon, c'était un geste, c'était une façade. La reine était populaire. Son mari, le roi Carol, avait quitté le pays avec sa maîtresse. Mais l'homme fort du régime, qui était d'ailleurs à leur côté, le général Antonescu, avait commencé son gouvernement avec ses légionnaires
qui défilaient devant lui. Et c'était un des premiers défilés où on voyait ce mouvement, qui était un mouvement fasciste, mais un mouvement fasciste quand même très autochtone, et créé déjà dans les années 25-26, et où on les voyait, pas seulement les jeunes gens dans la rue manifestant, mais, si j'ose dire, les dignitaires de ce mouvement, qui avaient quand même l'âge de 35, 40 ans, ou dépassé un plus, et qui représentaient donc maintenant la vraie couche politique du pays et de ce nouveau régime qui s'était installé avec et après le départ du roi Carol. Mais pourquoi il est parti, Carol? Il était parti parce que la Roumanie avait été amputée de plus d'un tiers de ses territoires. La Russie avait pris une partie, les Bulgares avaient pris une partie, et les Hongrois surtout, la moitié de la Transylvanie. Et c'était un événement à laquelle aucun autre régime n'aurait longtemps résisté, mais le roi Carol, qui était un homme fort, mais dans un régime faible, si j'ose dire, qui n'avait pas d'appui beaucoup, il était obligé de quitter le pays. Mais avant de quitter le pays, il avait appelé ce général en espérant que ce sera son dernier recours pour l'installer, ce général, comme le nouvel homme fort avec lequel il croyait pouvoir vivre encore un certain moment. Ça n'a pas marché, mais l'homme fort Antonescu est resté. Et collaborer avec Hitler. Et collaborer avec Hitler. Pour essayer peut-être de récupérer ces provinces. Exactement. Der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop begab sich nach Rom, wo er vom italienischen Außenminister Graf Ciano empfangen wurde. Im Laufe dieses Besuches fanden eine Reihe wichtiger Unterredungen mit dem Duce statt. Der Reichsminister während einer Besprechungspause im Park der Villa d'Este, der durch seine zahlreichen Wasserspiele berühmt ist. Am Freitag, den 27. September, traf Graf Ciano in der Reichshauptstadt ein, um den Pakt von Berlin mit zu unterzeichnen, der Deutschland, Italien und Japan zu einem Bündnis von größter Tragweite für die künftige politische Entwicklung in der Welt vereinigt. Japan respektiert nach diesem Vertragswerk die Führung Deutschlands und Italiens bei der Schaffung einer neuen Ordnung in Europa, während Deutschland und Italien andererseits die Führung Japans im ostasiatischen Raum anerkennen. Damit ist ein Bündnisblock von 250 Millionen Menschen geschaffen, der der Wiederherstellung des Weltfriedens dienen soll. Die Berliner jubeln dem italienischen Außenminister zu. Reichsminister von Ribbentrop geleitet Graf Ciano und den japanischen Botschafter Kurusu in den Empfangssaal der neuen Reichskanzlei, wo der Vertrag unterzeichnet und gesiegelt wurde. Reichsminister von Ribbentrop erstattet dem Führer Meldung und in seiner großen Erklärung, dass dieser Drei-Mächte-Pakt ein Militärbündnis zwischen drei der mächtigsten Staaten der Erde sei. Er solle die Herbeiführung einer gerechten Ordnung sowohl in der europäischen Sphäre als auch im ostasiatischen Raume dienen. Vor allem aber solle er mithelfen, der Welt so schnell wie möglich wieder den Frieden zu schenken. Die Unterzeichnung des Vertragswerkes.
Staatsaktes brachten die Berliner dem Führer begeisterte Kundgebungen dar. Die erste Straßensammlung des Zweiten Kriegswinterhilfswerkes stand im Zeichen der deutschen Sportler. Millionen von ihnen stellten sich in allen Teilen des Reiches mit öffentlichen Vorführungen und Wettkämpfen in den Dienst dieser Sache. Hier ein paar Ausschnitte aus den Berliner Veranstaltungen. In München. Benno Faltermeier einmal auf Rollschuhen vor dem Hause der Deutschen Kunst. Jede Kugel 20 Pfennig für das WHW. Insgesamt wurden im ganzen Reich fast 15 Millionen gesammelt. Vor dem Stephansdom in Wien gab es Hoch- und Rhönradvorführungen. Der Reichssportführer sammelte im Wiener Stadion. Auf dem Segelschulschiff Deutschland wird auch während des Krieges der Nachwuchs für unsere Handelsmarine ausgebildet. Unter Leitung erfahrener Kapitäne lernen die Jungen hier auf einem Segelschiff die Grundbegriffe der Seefahrt kennen. Reichsminister Dr. Goebbels eröffnete im Berliner Uferpalast die Jugendfilmstunden für das Winterhalbjahr 1940-41. In seiner Rede an die Jugend wies der Reichsminister auf die Bedeutung dieser Veranstaltungen hin, die ein zusätzliches, außerordentlich wichtiges Element in der praktischen Jugenderziehungsarbeit darstellen. Durch besondere Betreuung gestärkt, müsse die Jugend versuchen, den Anforderungen des Krieges gerecht zu werden und ihre Aufgabe zu erfüllen. Wie alles im Nationalsozialismus habe die Aktion der Jugendfilmstunde klein begonnen und wäre zu gewaltigen Ausmaßen angewachsen. Im Jahr 1934 begannen die Jugendfilmstunden mit 371 Veranstaltungen. Die Spielzeit 1935-36 brachte bereits 905 Veranstaltungen. Im folgenden Jahre waren es 1725, dann 3563, 1938-39 schon 4886 und 1939-40 schließlich 8244. Auch diese Zahlen beweisen, welch große Bedeutung man an führender Stelle diesen Jugendfilmstunden beimisst. Wie stark das Interesse der Jugend am deutschen Film geworden ist, geht am besten aus der Zahl der Teilnehmer hervor. 1934 bis 1935 nahmen rund 200.000 Jungen und Mädel teil. Aber schon in den folgenden beiden Spielzeiten ist eine systematische Steigerung zu erkennen. 1937 bis 1938 konnte man schon mehr als 1,5 Millionen zählen. In den letzten beiden Jahren sprang die Zahl auf über 3,5 Millionen jugendlicher Teilnehmer. Là, je voudrais dire un mot pour dire en quelque sorte pourquoi le cinéma a joué un tel rôle en Allemagne et a bien infusé la propagande nazie. Bon, on dit d'habitude qu'il y a deux régimes qui se sont servis du cinéma pour faire la propagande,
essentiellement l'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Mais je crois qu'il y a une grande différence. Parce qu'en Union soviétique, ceux qui ont préparé le cinéma soviétique, c'était des intellectuels, généralement. Ils ont essayé de faire des films, et des films qui permettaient de valoriser le régime et d'aboutir à ce que la société se voie dans ce cinéma et se plaise à se voir au cinéma et s'identifie au régime. C'était donc un cinéma politique au sens le plus simple du terme. L'Allemagne nazie n'a pas du tout fait comme ça. Goebbels, d'une part, certes, il a fait des films qu'on connaît bien, Le Juif sus, etc., qui étaient des films de propagande, comme les Soviétiques auraient fait de leur côté. Mais surtout, il a voulu faire du cinéma une sorte d'école parallèle. Il a voulu que les jeunes Allemands apprennent à comprendre le monde par l'image, et pas seulement à l'école, n'est-ce pas? Pas seulement par les livres. Et ça se comprend parce que les dirigeants soviétiques étaient à l'origine des bourgeois, Lénine, etc., n'est-ce pas, qui méprisaient au fond le cinéma. Alors que les dirigeants nazis, sauf Goebbels, c'était des hommes du peuple qui allaient au cinéma, qui s'étaient formés l'esprit par le cinéma et qui jugeaient que c'est l'image qui permet de comprendre le monde. Si bien que les Allemands ont été endoctrinés 2 fois, les enfants, les adolescents, etc., par l'image d'une part et par la propagande habituelle d'autre part. C'est ce qui explique l'enracinement de la doctrine dans la population et son attachement. In einer Großbäckerei unserer Kriegsmarine. Das Mehl wird eingeschüttet. Maschinen kneten den Teig. Das Wiegen und Formen der Brote übernimmt wieder die Maschine. In einem riesigen Etagenofen werden Tausende von Broten zu gleicher Zeit gebacken. Fertig für den Versand an die Front. Seit Monaten sind Einheiten des Reichsarbeitsdienstes in Norwegen eingesetzt. Die Arbeitsmänner haben die Aufgabe, neue Flugplätze für unsere Luftwaffe anzulegen und beim Bau neuer Eisenbahnlinien und Straßen, die das Land besser erschließen sollen, mitzuhelfen. Oslo, die Hauptstadt Norwegens, bietet heute wieder ein friedliches Bild. Wie Vidkun Quisling, der Führer der Nationalen Sammlung, in einer Massenkundgebung ausführte, wird das neue Norwegen im Einklang mit den Gedanken der Zeit und im Rahmen der Neuordnung, die sich heute über ganz Europa erstreckt, aufgebaut werden. Norwegen hat sich nach den Worten Quislings mit dem großen germanischen Brudervolk ausgeglichen und wird nun seinen Platz im neuen Europa einnehmen. Hier die neu eingeweihte Vigelandbrücke mit verschiedenen Plastiken, die die Volksgesundheit versinnbildlichen. In einer Beutesammelstelle der Luftwaffe im besetzten Gebiet. Arbeitsmänner montieren französische Flugzeuge ab. Das
Das Ende sind diese Schrottmassen. Die erbeutete Luftwaffenmunition türmt sich zu gewaltigen Mauern. Und hier kostbares Motorenöl. Die Beute wird verladen und neuer Verwendung zugeführt. In verschiedenen Städten Frankreichs und Belgiens wurden große Lagerhäuser für die Sammlung der Beutestücke freigemacht. Ganze Batterien von Flakgeschützen stehen hier. Sie sind zum größten Teil nicht zum Einsatz gekommen. Die französische Aufschrift ist sehr schnell geändert. Ab nach Deutschland. Eine Flakbatterie fährt in Stellung. In den besetzten Gebieten, wie in allen Teilen des Reiches, hält unsere Flak Tag und Nacht die Wacht gegen feindliche Luftangriffe. Leichtes Flakgeschütz feuerbereit. Auch die mittlere und schwere Flak greift ein. Und hier eine Flakstellung in der Umgebung der Reichshauptstadt. Alarm! Scheinwerfer durchsuchen den nächtlichen Himmel. Am Kommandogerät der Batterie. Die Flugrichtung des Feindes ist erkannt. Die Batterien legen eine dichte Sperre. Sie zwingt den Feind immer wieder zum Abdrehen und macht ihm einen gezielten Bombenabwurf nahezu unmöglich. Ein deutsches Kampfgeschwader macht sich bereit für den Einsatz gegen England. Noch ist es Zeit. Erst mit hereinbrechender Dämmerung soll das Geschwader zum Angriff auf London starten. Bomben und Bordwaffen werden klargemacht. Die Maschinen starten einzeln hintereinander. Über der Wolkendecke geht es nach England.
Einzelne Wolkenlöcher geben hin und wieder den Blick zur Erde frei. Die letzten starten bei völliger Dunkelheit. Ein Kameramann der Kriegsberichterkompanie prüft noch einmal sein Gerät. Start frei. Der Mond begleitet den einsamen Flug. Eine englische Scheinwerferbatterie. Immer wieder gleiten ihre Strahlen über unsere Maschine. London ist erreicht. Die englische Flak eröffnet ein wildes Abwehrfeuer. Die Bomben werden gelöst. Ein Schlag auf Einschlag. Unter uns unzählige Brandherde. Das sind die brennenden Docks von London. Wieder hat England die deutsche Vergeltung zu spüren bekommen. Die Unterseebootwaffe des Großdeutschen Reiches kann in diesen Tagen auf ein 5-jähriges Bestehen zurückblicken. Damit wurde in kürzester Zeit eine hervorragende Waffe von vernichtender Schlagkraft geschaffen. Unterseeboote auf Feindfahrt. Ein feindlicher Geleitzug ist gesichtet. Alarm! Alle Mann auf Tauchstationen. Ein feindlicher Zerstörer will das Boot rammen, tiefer hinunter. Die Luft ist wieder rein. Das Boot kann wieder auftauchen. Ein bewaffneter feindlicher Handelsdampfer wird unter Geschützfeuer genommen und in Brand geschossen. So konnte die deutsche Unterseebootwaffe seit Kriegsbeginn neben ihren bekannten großen Erfolgen gegen feindliche Kriegsschiffe weit über 3 Millionen Bruttoregistertonnen feindlichen und dem Feinde nutzbaren Handelsschiffsraumes versenken. Großadmiral Raeder wandte sich anlässlich des 5-jährigen Bestehens an die Unterseebootmänner mit den Worten: Eure Tapferkeit ist beispielhaft. Eure Leistungen sind unvergleichlich. Eure sich ständig steigernden Erfolge übertreffen alle Erwartungen. In diesem sieghaften Geist
vereinigen sich die Männer der Kriegsmarine mit den Soldaten des Heeres und der Luftwaffe zu einer stahlharten Angriffsfront im Kampf gegen England. Bien, Herzfeld, alors votre réaction, comment vous analysez ces Je crois qu'il actualités? avait dans ce film-là, dans ce journal, une vérité non avouée, ou de toute manière non affichée, c'était la mondialisation des événements. Hein. Ce film voulait, la propagande du film, voulait montrer aux Allemands que tout se normalisait, que la guerre s'éloignait, que la paix était peut-être proche, mais avec l'effet de cette guerre tripartite, cette pacte tripartite, l'entrée du Japon dans ce système d'alliance, et surtout les sous-marins à la fin. Je crois que les Allemands, les spectateurs de ce film, avaient compris qu'en réalité, la guerre contre l'Angleterre n'avait pas lieu et qu'on devait se préparer à une très longue guerre. Parce que vous savez, dans un système dictatorial, autoritaire, on se demande toujours, c'est ce qu'on nous dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on nous dit et de ce qu'on nous montre. Je crois vraiment, ils ont pensé, en ce moment, la guerre, ça va encore durer. En Roumanie où j'étais, on était même beaucoup plus loin et plus près de la vérité. On pensait, parce qu'on voulait aussi penser, qu'une explication, un conflit germano-russe était devenu inévitable. Oui. Mais ce que vous avez dit en premier, vous le dites aujourd'hui ou vous le pensiez déjà? Que les Roumains... Non, pas les Roumains. Les Roumains, là, oui. Vous êtes le bon témoin oui. Et vous étiez bien placé. D'ailleurs, je crois qu'Hitler a garanti les frontières roumaines, n'est-ce pas, d'un pays amputé au tiers, comme vous avez dit. Alors, les garantir, ça peut être contre qui? Que contre les Russes. Justement. Voilà. Et les Romains avaient tout de suite cette impression. Ils ont bien compris. Oui. Mais pour ce que vous avez dit en premier, c'est-à-dire que les Allemands ont senti que la guerre se mondialisait. Oui. À l'époque, vous l'avez senti ou non? Pas dans ce mot-là, pas dans cette forme-là de pensée. Mais en fin septembre 1940, tout le monde ne croyait plus que la guerre pouvait se terminer vite. Oui. On va voir les actualités anglaises et on va voir aussi qu'elles éclatent dans le monde entier. Elles se mondialisent, elles aussi. Once again, President Roosevelt makes history for the United States. He signs the first peacetime conscription bill passed by Congress. The act comes into force almost immediately. And now pray silence for the President of the United States of America. Universal service will bring not only greater preparedness to meet the threat of war, but a wider distribution of tolerance and understanding to enjoy the blessings of peace. At Admiralty House, Sydney, the first official diplomatic envoy of the United States to Australia, Mr. Clarence E. Gauss, presents his credentials to the Governor-General, Lord Gowrie. The President has charged me in presenting my credentials to convey his best wishes for His Majesty's well-being and for the prosperity of Australia. I am deeply conscious of the honor and the privilege conferred by my government in entrusting to me this important responsibility as the first American envoy to the Commonwealth of Australia. In welcoming you to your post, I would affirm the desire of His Majesty's government in the Commonwealth of Australia to offer you all possible cooperation and assistance in the discharge of your high office in this country. Welcome. The Prime Minister and then the Secretary. Thus, the friendship between the United States of America and the Commonwealth of Australia is cemented more firmly than ever. American tanks, 1917 vintage, are to leave their resting place, where they've been turned out to grass,
to be sold to Canada for training purposes. Although superseded by the advance of modern mechanization, a new life of usefulness awaits them. The purchase of these tanks will enable Canadian tank units to use their modern machines for the stern business of war, while recruits train in these earlier instruments of mechanized warfare. At Sydney's White City, Davis Cup stars Vivian McGrath, John Bromwich, Jack Crawford and Adrian Quist meet in an exhibition match in aid of the Red Cross. Lady Gowrie, wife of the Governor-General, is present. Adrian Quist rose from a sickbed to play in this match. But how's that for an invalid? World's doubles champions Quist and Bromwich set the pace for Crawford and McGrath, the youthful veterans of many a hard-fought international contest. The famous stars glittered brilliantly for the Red Cross. Another short respite from the war. The United States always seemed to be seeking something easy on the eye. Look 'em over, boys, look 'em over. Just as America thinks everything stops for tea over here, over there everything seems to stop while they study curves and dimples in their anxiety to ensure that Miss America 1940 shall be the last word in loveliness. Final choice falls on 19-year-old Frances Burke from Philadelphia, and Father Neptune makes it all official. I crown thee Miss America 1940. From the sky above Chongqing, capital of free China, formations of Japanese bombers continue their devastating air attacks. Hundreds of tons of high explosive and incendiary bombs are rained down on the suffering Chinese. After over 3 years of war, China fights on. In all parts of the world, even in London, the conflict in the Far East has its repercussions. Je voudrais faire une petite remarque, à savoir que la Chine nationaliste de Chongqing, c'est-à-dire en plein cœur de la Chine, très loin de la mer, se trouve dans la même situation que l'Angleterre. C'est l'époque, j'allais dire, de l'isolement maximum. Elle est complètement isolée, cette Chine, puisque le Japon occupe toutes les côtes, on a vu les Anglais partir, etc. Et elle se défend comme elle peut, exactement comme l'Angleterre, qui est complètement isolée, comme une île, sauf que la Chine, c'est une île de montagne, à Chongqing, n'est-ce pas, complètement isolée et encerclée par la puissance allemande. Et ces deux pays complètement isolés, en ce moment-là, en ce moment précis, sont aux deux bouts du monde, et c'est forcé qu'ils essayent de se tendre la main. History's greatest drama is being performed in the London Theatre of War. Anti-aircraft crews are setting the stage for a repeat performance. The theme is the struggle against the forces of evil, opening as the symphony of gunfire crashes into its overture. Like a scene from Dante's Inferno, the first act tells of destruction wrought by a devilish foe, which tries also to destroy the soul and wreck the morale of a nation by savage barbarism. A quest foredoomed to failure because they're ignorant of the spirit of the chief characters in the drama, the British people. So in their blind fury, they bomb churches, hospitals, and the homes and property of civilians. But as the drama unfolds, the tension relaxes, and we learn of instances of escape and courage. People laugh and jest as another day reveals the price the enemy has paid. Over the land are strewn the remains of planes which came to conquer and ended like this. Meanwhile, London carries on with unshakable mien. Windows may be broken, but the spirit remains intact. Yes, wide open. Now comes the twist from drama to light relief. Londoners were kept on their toes all night, so in the morning they cuss the devil and all his works and walk.
if you want to pop off early for lunch, you can always go through the window, but the cafe is moved to new premises. Dear sir, please note our new address, hoping this finds you as it leaves us. Australia's Diggerettes are on parade for an inspection by Lady Gowrie, wife of the New South Wales Governor-General. Instruction in flying is given by New Zealander Nancy Bird, an airwoman with a fine record, while the signal school go to work with flags instead of the glad eye. Important among the functions of this women's flying organization is transport. Any one of these girls can come and immobilize my car any time she likes, but I rather think there'll be no walking home from this war. And marvel upon marvel, they can cook. Having got over their attack of hiccups, they become all feminine again, dabbing on the powder and slapping on the war paint. Would you mind falling in, girls? Slope, I'm... Oh, blimey. Right, turn. Quick march. Got 'em tamed by heck. A nearby aerodrome lends a new note to this Californian diving contest. A flying fortress passes overhead as amateur champions take off in a mass flight. A flying officer demonstrates bomb diving. A bullseye, and it makes a hit with Uncle Sam's airman. Another shot at the target. And another right in the hole. But he's got a return ticket. And now for a double turn. In fact, it's a turn and a half. A beauty. And another double. Slowed down a bit so you can study form, if you like that sort of thing. To wind up, a flight of streamlined gliders in a formation flight that's a work of art, except for one with delayed action. Here's a little Aussie with a big idea for the salvage scheme. He's got the gang together to make collections and registers the campaign with a government official. Good morning, Philip. I'm very pleased to meet you. So you've been collecting for us, have you? Yes. How old are you? 11. What school do you go to? Canterbury. And what waste are you collecting? Brass, copper, rags, paper, aluminium. And are you helping the war, are you? Yes. Well, you carry on the good work. Have you any friends helping you? Yes, 7 of my coppers are going to help me in Canterbury. And as you're the first lad to come to our relief and assistance, I have pleasure in presenting you with the collector's authority. Mr. Philip Berry, now State Collector of Salvage, goes into action. Today's schedule is 100 pots and pans. Come on, fellas, you're on your mettle. Let's get the makings for a few guns and planes. Not bad, eh? The Canterbury Salvage Corps has won its spurs. The convoy gets underway with a useful cargo of aluminium. It won't be a barrage, it'll be a blitzkrieg. Down the lines of an RAF Guard of Honor walks the King as he comes to make personal contact with Canadians who are among the victorious harvesters of the air. At this station, Canadian and Polish airmen take the air together. The book containing this Polish squadron's history of the war is a treasure well worth seeing. They have a fine record, these Poles. 80 German planes in 1 month is good shooting. Polish destroyers cooperating with the British Navy are visited by the Polish President, Monsieur Rakiewicz. I hope I've pronounced it correctly. Polish naval units have done good work, just as their airmen compatriots have done, in helping the British Navy in its fight against the Nazis. In addressing the men, the President said, "In fulfilling your duties as men of the Polish Navy,
you are not only serving the cause of Poland, but the cause of mankind. Like some massive seabird spreading its wings for flight, an Albacore aircraft used by the Fleet Air Arm takes off in a formation for reconnaissance in cooperation with the Coastal Command. 3 heads with but a single thought. Where's that Nazi? And now let's come to Earth and hear the crew of a Lockheed Hudson bomber tell how they sank an enemy destroyer. Well, we found the destroyer in the harbor. Did a dive bomb attack on it? They did. Well, they have done a sort of bombs burst. Yes, sir. 1 or 2 certainly direct hits. The others were very close in the water. I could see the splash as they hit the water, and the splash as the others hit the destroyer. I saw them all go off, and as they fell down, I watched them go, and then I couldn't tell the difference between the ship and the flashes and the explosions of the bombs. Everything seemed to happen at once, and I'm quite sure we got a direct hit on it. John Citizen wants no better tonic than to hear that the Germans have had another dose of bombing. The Prime Minister is thorough in everything he does. With Mrs. Churchill, he makes a tour of London docks and expresses himself forcefully on all he sees. Mr. Churchill is pleased with the Home Guard and says so. And when in the course of his tour a ferryboat load of well-wishers passes, he acknowledges their cheers with a sign we all know so well. Father Thames welcomes the Prime Minister. The first flotilla of the destroyers released by the United States government to Britain arrive at an English port. As one naval man said, they look good to me. The first to be renamed will bear the honored name of Churchill. Surely that must be a good omen. The others will be named after towns and villages in Britain and the United States. At the same time the destroyers arrived here, Mr. Sumner Welles renewed President Roosevelt's pledge of more and yet more aid to Britain. So we may be sure that even greater assistance than is evidenced by these ships of war will be forthcoming from the New World. We welcome these destroyers as a contribution to the increased might of the British Navy. And may God bless all those who sail in them. Bien, comment réagit un Allemand d'aujourd'hui qui a vu les actualités allemandes devant les actualités anglaises? Écoutez, réagis d'abord aux actualités allemandes. J'ai revu combien tout était pénétré par la propagande. C'était d'un bout à l'autre la propagande, et dans les éléments et dans la composition. Tandis que dans le journal anglais, il y avait également des éléments de propagande, comme dans toute guerre, mais c'était quand même fait par des journalistes qui se demandaient qu'est-ce que les spectateurs veulent voir et qui leur ont donné ce qu'ils voulaient voir. Oui, c'est-à-dire des jolies femmes, des matchs de tennis, etc. Oui, du sport. Voilà. Mais vous êtes journaliste, vous, essentiellement. Oui, naturellement. Et comme journaliste, vous avez écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Quelle Allemagne pour la France ?» C'est d'abord écrit en allemand. Oui, mais il a été traduit en France, chez Collin. Oui. « Quelle Allemagne pour la France ?» Et ça a été écrit avant les événements de cette année. C'était écrit en 83. Oui, mais ça concernait Ça concernait la réunification allemande. Voilà. Et dans ce livre, vous disiez les Français devraient pas devraient pas trop s'inquiéter, l'unification, etc., etc. Oui, oui. Bon. Et moi, j'ai envie de vous poser la question inverse, c'est-à-dire quelle France pour l'Allemagne d'aujourd'hui? Surtout pour l'Allemagne d'aujourd'hui. Oui. Oui, une France qui est plus sûre d'elle. Oui. Une France qui n'a pas de complexe. Parce que j'ai l'impression, quand je suis ici, qu'on se demande toujours, est-ce que l'Allemagne ne va pas maintenant dériver à l'Est? On se demande ça déjà depuis quelque temps. Est-ce qu'elle n'est pas tellement occupée maintenant par les problèmes et de sa réunification et de la grande marché à l'Est, du grand marché à l'Est? Je suis convaincu que ce n'est pas le cas, parce que je crois, d'abord, on est très conscient chez nous de la vulnérabilité de notre situation.
Et en quoi elle est vulnérable? Vulnérable du fait qu'on dépend des exportations, économiquement. Oui. Et le grand marché pour nous, c'est le marché européen, et pas les marchés à l'Est, qui représentent 5 ou 6% du marché européen. Je crois que là, un peuple qui est exportateur et qui est ouvrier est conscient de ça. Oui. Et la deuxième raison, les Allemands sont aussi peu sûrs d'eux que les Français vis-à-vis des Allemands. Ils ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas assez aimés, ce qui s'expliquerait peut-être aujourd'hui. Mais ils se demandent toujours qu'est-ce que disent les autres de nous. Il n'y a aucun autre peuple, je crois, qui consomme tant d'articles de presse et de discours sur le sujet. Qu'est-ce que les autres disent de nous? Vous avez un besoin passionné d'être aimé. D'être aimé, au moins d'être compris. C'est donc un frein, peut-être, à ce qu'en France, on appelle l'arrogance économique allemande. Tout à fait. Oui. Je ne vois pas tellement une arrogance économique allemande, sauf évidemment dans la démonstration de quelques exemplaires d'Allemands. Oui. Mais le peuple en soi ne connaît pas. Au contraire, il est aujourd'hui plutôt anxieux devant l'avenir. Et je crois que c'est un bon moment pour le saisir, pour lui dire faisons ça ensemble. Le peuple ne demande, je crois, que ça. Oui. Et si la coopération franco-allemande a été faite il y a déjà une vingtaine d'années ou même plus, c'était surtout naturellement faite pour affronter ensemble une politique européenne. Oui, mais c'était une Europe qui se construisait, Oui. qui était construite par les hommes politiques, qui était construite par les industriels, Oui. par la banque. Bon, oui. Mais on peut dire que les classes populaires étaient complètement étrangères. Bon, pas tellement peut-être, mais au moins ceux qui le construisaient, Oui. ils avaient une En conception. France, hein, en France, les classes Oui. populaires étaient étrangères à l'idée d'Europe. Non, pas tellement chez nous. Ouais, Je crois oui, pas. voilà, c'est la différence. Oui, je crois. Oui. Parce que chez nous, peut-être aussi, on cherchait une nouvelle porte vers le monde, une nouvelle issue Oui. vers le monde, une plateforme même. Mais est-ce que vous n'avez pas noté depuis les événements de Berlin et autres que en France, il y a une certaine anxiété malgré tout? Naturellement vis-à-vis d'une plus grande Oui. Allemagne, et vis-à-vis cet glissement de l'Allemagne vers l'Est. Et je crois rien de plus important aujourd'hui que de se souvenir que la coopération franco-allemande a été faite surtout par de Gaulle et Adam, comme tout le monde le sait, pour affronter ensemble les questions européennes, ce qui veut dire aujourd'hui affronter ensemble les problèmes de l'Europe de l'Est. Oui, mais j'ai l'impression quand même que ce que vous dites correspond au discours officiel des Allemands et des Français, mais que les Français sentent les choses un petit peu différemment. Bien sûr, quand on voit que les Allemands vont avoir la meilleure part dans les marchés de l'Est, on peut avoir en France cette crainte d'être pris de vitesse, absorbé. Mais il y a aussi une crainte qu'on n'ose pas exprimer, c'est que cette Europe qui s'était faite au début contre les partis communistes, puis contre la menace américaine ou soviétique, économique américaine, politique soviétique, puis contre la concurrence japonaise, cette Europe, on a un peu l'impression que maintenant, elle va être entièrement contrôlée par la puissance, voilà, par la puissance économique allemande. Et finalement germanisée. Peut-être pas germanisée, mais contrôlée. Disons contrôlée. Voilà. Oui. Macron, vous qui êtes historien, vous savez que les Allemands et les Français, depuis des siècles, si j'ose dire, ont essayé d'imposer à l'Europe chacun sa propre vision. Oui. Il ne nous reste qu'une chose à faire actuellement, dans la situation globale, que de trouver une conception d'ensemble et de l'appliquer ensemble. Et moi, je ne répète pas assez souvent qu'il ne faut pas seulement parler d'une politique commune franco-allemande vis-à-vis de l'Est, qu'il faut la faire. Parce que l'ancienne bonne idée de Robert Schuman était il faut travailler ensemble pour vraiment former une communauté. Il faut surtout maintenant travailler ensemble vis-à-vis de l'Est aussi économiquement. Oui, parce qu'avant, quand Schuman disait ça, c'était agressif vis-à-vis de l'URSS. Tandis que maintenant, dans les échanges... Schuman n'était pas tellement agressif vis-à-vis de l'URSS. Évidemment, c'était la période de la guerre froide. Ah, bien sûr. Tandis que maintenant, ce serait une collaboration à trois. Ah, tout à fait. L'Europe, avec l'Allemagne, la France, et aussi peut-être les pays de l'Est. Tout à fait. Ben, on est peut-être d'accord, alors, un jour, entre les Français et les Allemands. Je crois, au Sur le fond, fond. ça devait être assez facile. Ouais. Je crois. Espérons.